Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h24, bonsoir à tous, merci d'écouter Europe 1. Cela fait maintenant un mois précisément que le Hamas a commis en Israël le pire massacre depuis la création du pays, 1400 victimes, dont au moins 40 Français. Acte terroriste qui a entraîné une guerre sans merci de l'armée israélienne pour éliminer le Hamas. On en parle avec David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. Alors, malgré de nombreux appels à une trêve humanitaire, y compris de la France, ce soir encore, Benjamin Netanyahou rejette tout cessez-le-feu sans libération des otages. Ah oui, il l'a dit à plusieurs reprises, effectivement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Américains essaient de trouver un biais en disant qu'il faudrait mettre en place des pauses tactiques à caractère humanitaire sans demander un cessez-le-feu, puisque l'administration Biden a considéré sur la ligne de Jérusalem qu'un cessez-le-feu profiterait au Hamas. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas question, effectivement, dans l'immédiat, qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est pour respecter son opinion publique qui reste très choquée par les massacres du 7 octobre, ou c'est de toute façon son point de vue à lui, à Benjamin Netanyahou, jusqu'au boutisme? Ah non, c'est pas son point de vue à lui. De ce point de vue-là, il y a plutôt un consensus de la société israélienne. Il ne pourrait être envisagé un éventuel cessez-le-feu que s'il y avait effectivement cette libération des otages. Et on voit bien que c'est pas ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, puisque les quelques otages qui ont été libérés l'ont été au compte-gouttes à l'issue de négociations très complexes, qui pour l'instant ne laissent pas envisager d'autres libérations autres que des individus localisés. Donc de toute façon, pour l'instant, c'est l'opération et les impératifs militaires qui s'imposent sur le terrain. Benjamin Netanyahou qui annonce déjà que son pays va prendre la responsabilité de la sécurité à Gaza pour une durée indéterminée, et Washington dit s'opposer à la réoccupation de Gaza parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors c'est la fameuse question du The Day After. Qu'est-ce qu'il en est une fois que les opérations militaires seront globalement achevées, ce qui n'est pas encore le cas, loin de là. C'est savoir effectivement quel scénario pourrait être envisagé pour la prise en charge de l'enclave de Gaza, à supposer que le Hamas ait été éliminé. Donc il y a plusieurs scénarios effectivement qui se dessinent et qui sont en fait des cas de figure purement théoriques, parce qu'il n'y a pas de solution miracle en l'occurrence, et la déclaration de Benjamin Netanyahou est probablement le reflet effectivement d'une solution par défaut, faute d'autres solutions plus pertinentes, en entretenant un certain flou, c'est-à-dire non pas une réoccupation de la bande de Gaza comme ça a pu être le cas jusqu'à l'évacuation par Ariel Sharon, mais une prise en charge de la situation sécuritaire dans une période intermédiaire avec beaucoup de points d'interrogation sur la suite. Est-ce que pour vous, c'est envisageable qu'Israël parvienne vraiment à éliminer le Hamas ? Alors ça, c'est quand même un but de guerre qui est clairement affiché. C'est l'idée que un 7 octobre ne puisse pas se reproduire. Et donc effectivement, ça passe incontestablement par notamment la destruction de tous les tunnels qui sont l'infrastructure souterraine de Gaza, et qui ont permis effectivement au Hamas de développer des capacités militaires qui ont conduit aux événements tragiques du 7 octobre. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a l'idée effectivement de détruire la structure militaire, politico-militaire, en visant les décideurs, les chefs de la branche armée et de la branche politique, puisque clairement c'est le représentant du Hamas, enfin le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Sinwar, est visé nommément. Mais c'est possible pour vous d'éliminer tous ces tunnels, parce qu'il y a vraiment une deuxième ville sous Gaza. Oui, on l'appelle d'ailleurs le métro de Gaza. C'est très compliqué, effectivement. Ça donne lieu d'ailleurs à l'intervention d'unités spécialisées, des unités cynophiles, l'unité Hawkes, des unités justement de spécialisation concernant la destruction des tunnels, en plus des opérations militaires. Donc c'est effectivement très compliqué, mais c'est un enjeu majeur, parce que c'est ça qui a fait la force du Hamas justement ces dernières années,
Et donc, c'est un enjeu absolument capital pour Tsahal aujourd'hui. Alors David Rigoulet-Rose, vous n'allez pas bouger, on va marquer une petite pause, on va se retrouver juste après pour évoquer cette stratégie militaire israélienne, mais aussi l'ingérence probable de la Russie dans le cadre des étoiles de David taguées à Paris. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h32, on continue à parler de cette guerre entre Israël et le Hamas un mois après l'attaque terroriste du 7 octobre. Où en est-on? Nous sommes toujours avec David Rigoulet-Rose, qui est spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l'IRIS. David Rigoulet-Rose, juste avant la pause, on parlait de cet immense réseau de tunnels que l'armée israélienne veut détruire à Gaza. A priori, les 240 otages sont dans ces tunnels. Est-ce qu'il y a une chance, selon vous, qu'il soit libéré, tout ça, d'abord qu'il survive à toutes ces attaques et qu'il soit dans un deuxième temps libéré? C'est un enjeu considérable et un dilemme, cornélien, pour Israël. Il se trouve que le résultat de la réflexion qui a été abouti, c'est l'idée que la pression militaire, en réalité, est plus susceptible de rendre possible la libération des otages que de négocier. Donc c'est fait en simultané, effectivement, et c'est très compliqué parce que effectivement, on l'appelle le métro de Gaza, c'est 1300 galeries sur quelques 500 kilomètres. On l'appelle aussi la toile d'araignée, donc ça suppose d'investir les galeries. Donc il y a notamment une unité de génie qui s'appelle l'unité Yahalom, du génie de Tsahal. Il y a plusieurs unités spécialisées, l'unité Samur, justement pour rentrer et essayer de trouver, de localiser notamment les otages et d'éliminer les membres du Hamas. Donc c'est effectivement un défi colossal compte tenu justement de la présence des otages vraisemblablement dans les galeries en question qui parfois descendent à 60 mètres de profondeur. Et des tractations, a priori, sont en cours. Quel pays joue, selon vous, les intermédiaires? Le pays incontournable qui joue les intermédiaires, c'est le Qatar. Tous les regards se tournent vers le Qatar pour une raison très simple, c'est que le Qatar est un go-between, c'est-à-dire qu'il peut parler à tout le monde, et notamment il y a un bureau politique du Hamas avec Ismaël Haniyeh qui est résident à Doha. Donc évidemment il y a des canaux dont on ne peut pas faire l'économie, c'est la raison pour laquelle effectivement on sollicite beaucoup le Qatar. Alors on parle aussi de l'Égypte, mais c'est essentiellement pour la question de l'aide humanitaire par le terminal de Rafah. Concernant la négociation, c'est plutôt effectivement le Qatar, même si le succès est pour l'instant mitigé, parce qu'il y a très peu d'otages qui ont fait l'objet d'une libération. Voilà, a priori, la France aurait 8 otages. En tout cas, la France compte 8 disparus en ce moment. Je voulais aussi vous faire réagir à cette déclaration ce soir, à l'instant, de Benjamin Netanyahou. Il dit que le Hezbollah ferait l'erreur de sa vie s'il se joignait à la guerre. Oui, il a mis en garde à plusieurs reprises le Hezbollah sur la frontière nord parce qu'il y a des incidents, des tirs réguliers. Il y a une cinquantaine de membres du Hezbollah d'ailleurs qui ont été tués, et une demi-douzaine d'Israéliens également. Donc c'est le risque de l'ouverture d'un deuxième front. Il y avait beaucoup d'interrogations sur le discours justement d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a déclaré qu'il prenait le temps justement de la réflexion en fonction de l'évolution des événements pour accentuer une pression supplémentaire. Mais l'idée c'est de toute façon d'obliger une partie de l'armée israélienne justement à être concentrée sur le front nord pour libérer une pression énorme sur la bande de Gaza. Mais on n'est pas à l'abri d'une logique escalatoire. Effectivement, c'est ce qui inquiète, le spectre de cette logique escalatoire qui inquiète tout le monde. Il y a une annonce qui m'a frappée sur le plan militaire. Apparemment, Israël a réussi à intercepter un missile tiré depuis le Yémen, un missile qui était lancé par des rebelles soutenus par l'Iran. Et cela en dehors de l'atmosphère. Ce serait une première dans l'histoire militaire mondiale. C'est effectivement, ce serait c'est à confirmer. Ce serait effectivement l'interception exo-atmosphérique. Jusqu'à présent, les tirs de missiles, il y a eu des tirs de missiles Houthis qui ont été interceptés notamment par la marine américaine, l'USS Carney, et les Houthis ont déclaré officiellement qu'ils rentraient justement dans le conflit en revendiquant les tirs en question, ce qui est assez inédit jusqu'à présent et ce qui corroborerait une potentielle logique
escalatoire. Effectivement, vous faites allusion à quelque chose qui serait là aussi inédit, une interception non pas au départ ou à l'arrivée, mais effectivement dans le trajet exo-atmosphérique. Ouais, à 100 kilomètres au-dessus de la Terre. Alors, ça montre qu'Israël peut détruire ce type de missile, mais ça montre aussi qu'Israël peut être visé à plus de 2000 kilomètres. C'est ça. Et là, on retrouve la question évidemment des transferts du savoir-faire éventuellement iranien, auquel tout le monde pense, parce que c'est vrai que la milice Houthi en tant que telle n'est pas forcément en mesure d'avoir développé seule ce type de technologie. Je voulais qu'on dise aussi un mot de cette information dévoilée par Europe 1 sur une tentative de déstabilisation qui serait venue de Russie. Un opposant politique moldave pro-russe serait à l'origine d'étoiles de David taguées à Paris. Quel serait l'intérêt, selon vous, de cette ingérence étrangère ? La position de la Russie, sans préjuger de l'enquête qui sera faite en France, mais sur le fond, au niveau régional, la Russie a un objectif, c'est d'abord de distraire l'attention par rapport au théâtre ukrainien, et ça tombe bien, vu de Moscou. C'est aussi de cimenter un axe anti-occidental, et d'ailleurs, à ce point de vue-là, on peut évoquer l'invitation qui a été faite le 26 octobre dernier d'un représentant du Hamas, Moussa Abou Marzouk, avec un vice-ministre iranien, donc qui a été reçu par Mikhail Bogdanov. C'était une manière de montrer qu'effectivement, il y avait la prise en compte des intérêts du Hamas, ce qui est d'autant plus paradoxal que jusqu'à présent, les relations entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou n'étaient pas mauvaises, puisqu'il y avait notamment un accord tacite pour que les Israéliens puissent continuer à bombarder les cibles pro-iraniennes en Syrie même. Et donc là, on voit bien qu'il y a un changement notable qui est en train de s'opérer et qui préoccupe d'ailleurs grandement Israël, compte tenu de la configuration régionale qui est en train de se mettre en place. Je vous remercie beaucoup, David Rigoulet-Rose, pour cet Merci. éclairage très intéressant. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques.